Le jeu de l'ange de Carlos Ruiz Zafón. Un écrivain n'oublie jamais le moment où, pour la première fois, il a accepté un peu d'argent ou quelques éloges en échange d'une histoire. Il n'oublie jamais la première fois où il a senti dans ses veines le doux poisson de la vanité et cru que si personne ne découvrait son absence de talent, son rêve de littérature pourrait lui procurer un toit sur la tête, un vrai repas chaque soir, et ce qu'il désirait le plus au monde, son nom imprimé sur un misérable bout de papier, qui, il en était sûr, vivra plus longtemps que lui. Un écrivain est condamné à se souvenir de ce moment, parce que dès lors, il est perdu, son âme a un prix. Ce moment, je l'ai connu un jour lointain de décembre 1917. J'avais alors 17 ans, je travaillais à la Voz de la Industria. Les soirs qui devaient changer le cours de ma vie, le sous-directeur du journal, M. Basilio Moragas, trouva bon de me convoquer et peu avant le bouclage dans le réduit obscur situé au fond de la rédaction qui lui servait à la fois de bureau et de fumoir pour ses savanes. M. Basilio était un homme à l'aspect féroce et aux moustaches luxuriantes, qui détestait les platitudes et professait cette théorie qu'un usage généreux des adverbes et un emploi excessif des adjectifs était l'effet d'individus pervertis et souffrant d'un manque de vitamines. S'il découvrait un rédacteur enclin à trop fleurir sa pose, il les mettait pour 3 semaines à rédiger les notices nécrologiques. Et si, après cette purge, le personnage récidivait, M. Basilio l'affectait à perpétuité à la rubrique « Travaux ménagers ». Nous en avions tous peur, et il le savait. « Vous m'avez fait appeler, M. Basilio » risquai-je timidement. M. Basilio me lança un coup d'œil torve. Prenant cela pour un ordre, je pénétrai dans le bureau qui sentait la sueur et le tabac. M. Basilio ignora ma présence et continua de relire un des articles disposés sur la table. Crayon rouge à la main. On m'a rapporté que vous écriviez, Martin. Je me sentis soudain la gorge sèche et quand j'ouvris la bouche, il en sortit un ridicule filet de voix. Un peu, enfin, c'est-à-dire que, oui, j'écris. J'espère que vous écrivez mieux que vous ne vous exprimez. Et qu'écrivez-vous, si ce n'est pas trop vous demander? Des histoires policières en réalité. D'après Vidal, vous ne seriez pas si mauvais que ça. Vous auriez même un certain talent. Il est vrai qu'ici, vous ne vous risquerez pas d'avoir beaucoup de concurrents. Mais enfin, si Vidal l'affirme... Pedro Vidal était la plume vedette de la Voz de la Industria. Il rédigeait la chronique hebdomadaire de faits divers, chronique qui était la seule méritante d'être lue. Il avait publié une douzaine de romans où il était question des gangsters du quartier du Raval et de leurs aventures sentimentales avec des dames de la haute société. Il appartenait à une dynastie qui avait fait fortune dans les Amériques, avec le commerce du sucre et qui, à son tour, avait mordu à pleines dents dans les succulents gâteaux de l'électrification de la ville. Son père, le patriarche du clan, était un des actionnaires majoritaires du journal, et Pedro utilisait la rédaction en guise de terrain de jeu pour tuer les nuits de n'avoir jamais eu besoin de travailler. Monsieur Vidal est quelqu'un de bien. Mieux que ça, c'est un saint, parce que malgré votre dégaine de crève-la-faim, il passe des semaines entières à me bassiner avec les talents et le travail du Benjamin de la rédaction. Il sait qu'au fond je suis un faible, et puis il m'a promis que si je vous donne cette chance, il me fera cadeau d'une boîte de Havane. Bref, voilà pourquoi, parce que c'est Noël, et pour que votre ami se taise une bonne fois pour toutes, je vous offre de débuter comme les héros, contre vent et marée. Que pensez-vous de l'usage généreux et intempestif des adverbes et des adjectifs? C'est une honte, il devrait être sanctionné par le code pénal, répondis-je avec la conviction du converti militant. M. Basilio manifesta son approbation. Le contenu prévu était un récit dans la veine patriotique et d'un lyrisme enflammé autour de l'épopée des Almogávar. Malheureusement, le texte n'était pas arrivé à temps, à moins que, comme je l'ai soupçonné, M. Basilio n'ait pas vraiment eu envie de le publier. La liste des talents auxquels on pouvait recourir comportait 10 noms, dont aucun, bien entendu, n'était le mien. Mon cher Martin, les circonstances se sont liguées contre nous. Pas un seul des paladins figurant sur notre liste n'est présent ou n'est joignable dans un laps de temps raisonnable. Face au dessein imminent,
j'ai décidé de vous donner votre chance. Comptez sur moi. Je compte plutôt sur 5 feuillets, double interligne, dans les 6 heures qui viennent. Apportez-moi une histoire, pas un discours. Si j'ai envie de sermon, j'irai à la messe de minuit. Apportez-moi une histoire que je n'ai pas encore lue, et si je l'ai déjà lue, débrouillez-vous pour qu'elle soit si bien écrite et racontée que je ne m'en apercevrai pas. J'allais sortir en courant quand M. Basilio se leva, contourna son bureau et posa sur mon épaule une patte de la taille du poids d'une éclume. Ses yeux souriaient. Si l'histoire est convenable, je vous la paierai 10 pesetas. Et si elle est plus que convenable et qu'elle plaît à nos lecteurs, je vous en publierai d'autres. Quelques recommandations particulières, monsieur Basilio, demanda-je. Oui, ne me décevez pas. Je passai les 6 heures suivantes en transe. Je m'étais installé à la table qui se trouvait au centre de la salle de rédaction, réservée à Vidal pour le jour où les caprices lui venaient de passer là un moment. La salle était déserte et plongée dans une obscurité où stagnait la fumée de 10 000 cigarettes. Je fermai les yeux un instant et invoquai une image, un manteau de nuages noirs répandant sur la ville noyée dans la pluie, un homme qui marchait en cherchant à rester dans l'ombre, avec du sang sous les mains et un secret dans les yeux. Je ne savais pas qui était ni ce qu'il fouillait, mais au cours de ces 6 heures qui suivirent, il allait devenir mon meilleur ami. J'ai glissé une feuille dans les rouleaux de la machine à écrire, et sans un instant de répit, je m'arrachai à exprimer tout ce que je portais en moi. Je m'abattis avec chaque mot, chaque phrase, chaque tournure, chaque image et chaque lettre comme si c'était le dernier que je devais écrire. J'écris et réécrivis chaque ligne comme si ma vie en dépendait, puis je la réécrivis encore. Seul me tenait compagnie le crépitement incessant de la machine qui se perdait dans la pénombre de la salle et la grande horloge qui marquait les minutes me séparant du lever du jour. Un peu avant 6 heures du matin, j'arrachai la dernière feuille de la machine et soupirai, vaincu, avec la sensation d'avoir un nid de guêpes dans le cerveau. J'entendis les pas lents et lourds de M. Basilio, qui avait émergé d'un de ses sommes contrôlés. Il s'approchait sans se presser. Je lui tendis les pages, ne sans pas soutenir son regard. M. Basilio s'assit à la table voisine et alluma la lampe de bureau. Il parcourut le texte sans trahir le moindre sentiment. Puis il posa un instant sa cigarette sur le bord de la table, et, après m'avoir dévisagé, lut la première ligne à haute voix. La nuit tombe sur la ville, et l'odeur de la poudre plane dans les rues comme le souffle d'une malédiction. Don Basilio me jeta un bref coup d'œil, et je me retranchai derrière un sourire qui ne laissa aucune de mes dents à couvert. Sans un mot de plus, il se leva et s'en alla en apportant mon récit. Il ferma la porte derrière lui. Je restai pétrifié, ne sachant pas si je devais partir en courant ou attendre sa condamnation à mort. 10 minutes plus tard, qui me semblèrent 10 années, la porte du bureau du sous-directeur se rouvrit et la voix ténor de M. Basilio résonna dans toute la salle. « Martin, ayez la bonté de venir. » Je me traînai aussi lentement que possible, rentrant un peu plus les épaules et me tassant à chaque nouveau pas, jusqu'au moment où je fus bien obligé de lever la tête. Le terrible crayon rouge à la main, Don Basilio me contemplait froidement. Je tentai de déglutir, mais j'avais la bouche sèche. M. Basilio prit les feuilles et me les rendit. Je les saisis et fis demi-tour en direction de la porte, aussi vite que je le pus, en pensant que je pourrais toujours dégoter une place de cireur de chaussures dans les halles de l'hôtel Colomb. « Descendez-moi ça à l'imprimerie pour qu'il les compose, » dit la voix derrière moi. Je me retournai, croyant être l'objet d'une cruelle plaisanterie. M. Basilio ouvrit le tiroir de son bureau, compta 10 pesetas et les posa sur la table. « Elles sont à vous. Je vous suggère de vous en servir pour acheter un autre costume. Ça fait 4 ans que je vous vois avec les mêmes et il est encore 6 fois trop grand pour vous. Si vous voulez, vous pouvez aller voir M. Pantaleoni, le tailleur, et lui dire que vous venez de ma part. Il vous traitera bien. Merci beaucoup, M. Basilio, je n'y manquerai pas. Et allez me concocter un autre récit comme celui-là. Je vous donne 1 semaine, mais ne vous endormez pas. Et cette fois, débrouillez-vous pour qu'il y ait moins de morts, parce que le lecteur d'aujourd'hui veut une fin sirupeuse, où triomphe la grandeur de l'esprit humain et d'autres balivernes. Oui, M. Basilio. Le sous-directeur me tendit la main. Je la serrai. Bon travail, Martin. Lundi, je vais vous voir à la table qui était celle de Jonseda et qui est désormais la vôtre. Je vous nomme au fait divers. Je ne vous décevrai pas, M. Basilio. Non, vous ne me décevrez pas.
Vous me laisserez tomber, tôt ou tard. Et vous aurez raison, car vous n'êtes pas journaliste, et ne le serez jamais. Mais vous n'êtes pas encore non plus un auteur de romans policiers. Mais même si vous croyez l'être, restez ici un bout de temps et nous vous enseignerons quelques ficelles qui vous serviront. À ce moment, toutes mes défenses étaient tombées. Je fus envahi par un tel sentiment de gratitude que j'eus envie d'embrasser le gros bonhomme. Monsieur Basilio, qui avait déjà remis son masque féroce, vrilla sur moi un regard acéré et me montra la porte. Pas d'attendrissement, je vous en prie. Fermez derrière vous en sortant de la rue, et joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Basilio. Le lundi suivant, quand j'arrivais à la rédaction et me disposais à occuper pour la première fois ma propre table de travail, j'ai trouvé une enveloppe de papier gris, un ruban noué autour et mon nom écrit avec la machine sur laquelle j'avais passé des années à taper. J'ai trouvé le 4e de couverture du dimanche, avec mon histoire encadrée et un mot. Ce n'est que le début. Dans 10 ans, ce sera moi l'apprenti et toi le maître. Ton ami et collègue, Pedro Vidal.